Le handicap est encore mal compris dans le monde de l'entreprise. Pourquoi est-ce un sujet si difficile à aborder ? Et puis qu'est-ce que c'est ? On parle de handicap invisible, on parle de handicap visible. Et quels sont les avantages d'en parler dans son entreprise ? Pourquoi d'ailleurs en parler au travail ? C'est aussi mettre le sujet sur le devant dans la société. Personnellement, le handicap au travail, c'est pas vraiment un sujet que je connais. Je n'ai pas de collègues en situation de handicap, ou en tout cas, je ne le sais pas. Mais je suis convaincue de l'universalité du sujet. C'est pas parce qu'on n'est pas touché directement par ce sujet, ou plus ou moins indirectement par nos cercles plus ou moins proches, qu'il ne faut pas être conscient de cette question-là. Comment dépasser d'ailleurs toutes les idées reçues qui tournent autour de cette question du handicap ? Pourquoi être inclusif représente d'ailleurs une opportunité pour les entreprises. C'est aussi de tout ça, en fait, dont on va parler dans cet épisode. Et avec nous pour en parler, Dora Blasberg. Bonjour Dora. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dora, vous êtes psychologue du travail. Vous êtes vous-même en situation de handicap invisible depuis l'âge de 7 ans. Vous allez nous en parler, nous expliquer pourquoi ce sujet est important pour vous et pourquoi vous prenez la parole aussi avec nous aujourd'hui pour en parler. Mais pour commencer, je vous propose d'écouter nos auditeurs sur le sujet. Pour moi, le handicap au travail, c'est toutes les personnes en situation de handicap reconnues officiellement, qui ont été embauchées dans une société et pour lesquelles, en tout cas, il nécessite un poste adapté ou des conditions de travail un peu différentes des autres collaborateurs. Une situation de handicap, ça peut être visible comme invisible. On peut avoir autour de nous des personnes en situation de handicap sans même le savoir. Je pense que c'est assez difficile d'en parler pour les personnes qui ont des handicaps quand c'est un problème de santé qui est invisible. Je peux comprendre qu'on se pose toujours la question si on veut en parler, si on veut que ce soit rendu public. On entend souvent des raccourcis où une personne en handicap, c'est une personne qui est en fauteuil roulant. Et sinon, non, elle ne peut pas avoir ce statut d'handicap. Je pense que c'est beaucoup d'incompréhension, on ne sait pas trop comment se positionner. Il peut y avoir aussi une peur de mal faire ou d'être intrusif ou des choses comme ça. Je pense qu'une entreprise inclusive, c'est une entreprise qui met en place des choses pour permettre aux travailleurs en situation de handicap, du moins de postuler déjà, qu'il n'y ait pas ce frein au moment de la candidature. Justement, mettre en place des actions concrètes pour que ces personnes-là qui sont en situation de handicap puissent vivre leur quotidien comme les autres. J'ai déjà vu des situations en entreprise concrètes pour aider des personnes en situation de handicap sur de l'aménagement justement d'un poste de travail, que ce soit par l'achat en lien avec la GFIP d'un fauteuil. Certaines entreprises ont organisé des semaines spécifiquement pour les personnes qui ont des formes de handicap, des moments vie ma vie où les personnes avec une forme de handicap étaient intégrées dans l'entreprise. Dora, pour la première partie de notre échange, je voulais qu'on fasse un petit peu le point, peut-être un état des lieux sur ce qu'est le handicap visible et le handicap invisible. Et pour commencer, ce chiffre impressionnant, 80% des handicaps sont en fait des handicaps invisibles. Effectivement, c'est un chiffre qui est malheureusement pas assez connu dans notre société. Parce que quand on parle handicap, on a la représentation du fauteuil roulant. Et c'est d'ailleurs le logo international depuis les années 70, le fauteuil roulant. Et en fait, ça représente que 2% des personnes qui sont en situation de handicap qui utilisent un fauteuil roulant. Il y a même des personnes qui sont en situation de handicap qui ont besoin d'un fauteuil roulant de temps en temps pour aller faire des courses, pour marcher un petit peu, pour aller balader le chien ou aller travailler. Mais chez elles, elles peuvent s'appuyer par exemple sur leur plan de travail. Donc il y a même des personnes qui ne sont pas utilisatrice à 100% d'un fauteuil roulant. Alors qu'on pense, quand on a un fauteuil roulant, on n'a pas l'utilisation de ses membres et point barre. Donc il y a effectivement 80% des personnes qui sont en situation de handicap invisible, ce qui veut dire que si vous prenez le bus, qu'il y a quelqu'un qui se comporte un peu bizarrement, qui a peut-être des expressions de visage comme ça, peut-être que non, elle n'est pas bizarre, elle a peut-être des douleurs internes, des douleurs chroniques, et au travail, s'il y a quelqu'un qui arrive les cernes comme ça un matin, non, cette personne, elle a beau être jeune, et elle a beau avoir plein de peps, elle a peut-être pas fait la fête jusqu'à 2h du mat, elle a peut-être des douleurs chroniques, elle a peut-être une fatigue chronique. Donc effectivement, communiquer autour de ce chiffre, ça permet de faire changer un peu les mentalités et d'agir pour l'inclusion de tous. C'est un beau chiffre. Avant de continuer, peut-être revenir sur les termes. Justement, les termes que vous utilisez, c'est en situation de handicap. Pour le coup, moi, pour l'avoir vécu, je sais qu'on ne sait jamais trop comment parler du handicap. On dit handicapé par facilité. Je sais que ça peut être mal reçu. Parlons-en justement une bonne fois pour toutes. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, on n'est pas tous d'accord. Ok. Donc voilà, pas de scrupules, il n'y a pas de manière de bien faire ou de manière de mal faire. Je pense que ne pas agir pour l'inclusion, c'est mal faire, ça c'est sûr. Par contre, si vous dites un handicapé,
Bon, moi personnellement, j'utilise pas ce terme parce que vous êtes brune, je suis, je sais pas, châtain, quelque chose comme ça, c'est un fait. Mais par contre, on ne définit pas une personne par son handicap. C'est une personne qui est compétente, c'est une personne qui est dynamique, c'est une personne, voilà. Mais le handicap, c'est pas sa définition. Et souvent, quand j'accompagne des salariés en entreprise pour faire le dossier handicap, le fameux dossier RQTH de reconnaissance de travailleurs en qualité de travailleur handicapé, on en parlera après, les personnes me répondent « je suis pas un handicapé » ou « je suis pas une handicapée ». Parce qu'effectivement, on a la représentation dans notre société en France de la personne handicapée qui est un peu, excusez-moi, hein, mais le pimpin des années 80, 90, qui est isolé dans un village et qui boite et qui est isolé par toute la société. Et c'est ça la représentation en France. Quand on ouvre le dictionnaire Le Robert en France, encore, quand on regarde la définition du handicap, c'est lié à des limitations, à des restrictions, à l'impossibilité de faire des choses dans la société. Donc on a encore une lourdeur autour du thème du handicap. Donc utiliser un petit peu de subtilité en situation de handicap, c'est des fois on est en situation de handicap. Parce que s'il y a une rampe ou s'il y a des marches, les marches, la personne qui a du mal à avancer, va pas pouvoir les monter, alors que s'il y a une rampe, elle peut les monter. Donc elle n'est pas toujours en situation de handicap. Donc voilà, ça permet de dire, des fois on est en situation de handicap, des fois non, ça dépend de la société. Ouais. Et justement, si on parle du monde de l'entreprise, cette situation de handicap, elle peut être quasiment gommée si l'entreprise sait s'adapter au final. S'il y a des actions qui sont mises en place, alors les actions, elles peuvent être vraiment très larges en entreprise. Il y a la partie, je dirais, mentale, accueillante, bienveillante, la vraie impulsion que va donner la direction, les managers, les équipes RH. Parce qu'on a beau avoir des gens sensibilisés sur le terrain, des managers par exemple de proximité ou des RH qui essayent de faire avancer le sujet, s'il n'y a pas une vraie impulsion, une vraie politique RH, une vraie envie de faire avancer l'entreprise, ça ira pas très loin. Mais après, effectivement, il y a des choses très simples qui peuvent être faites. Dire déjà que l'entreprise veut agir dans ce domaine. Déjà, sensibiliser à la fois les candidats qu'on reçoit, dire, par exemple, en entretien téléphonique de pré-entretien, les entretiens avant de convier quelqu'un pour un entretien de recrutement, on peut tout à fait dire, est-ce que vous avez, à tout le monde, est-ce que vous avez besoin d'un aménagement particulier pour cet entretien? Sachez qu'on a une politique diversité-inclusion qui permet à toutes et tous de travailler chez nous. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez un besoin. C'est pas poser la question directe, est-ce que vous êtes un handicapé ? C'est dire, voilà, nous on fait ça, donc sachez que si vous en avez besoin, vous pouvez l'utiliser. C'est aussi en entreprise, concrètement, quand on va accueillir un collaborateur en situation de handicap, prévenir son équipe, s'il est d'accord, si la personne est d'accord, de dire, voilà, on accueille quelqu'un qui peut vous paraître un petit peu différent parce qu'on est comme ça, de toute façon on est tous uniques et on va apprendre à avancer ensemble. C'est pas forcément cibler le handicap, c'est vraiment faire des actions qui sont un petit peu bienveillantes, un peu larges, laisser la porte ouverte aux échanges, dire si tu as besoin, je suis là. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu différent depuis quelques temps. Est-ce que tu veux m'en parler ? Si tu veux pas m'en parler, il n'y a pas de problème. Mais tu sais que si tu as besoin, je suis là. Tu peux avoir des aménagements de poste. Tu peux avoir des aménagements d'horaire. Tu peux peut-être faire un peu de télétravail. On peut voir des choses ensemble. Sache que si tu as besoin, je suis là. Et en fait, c'est ça, agir en entreprise concrètement. C'est pas compliqué. C'est pas aller chercher la lune. Ouais, mais on va en parler plus tard. C'est vrai que ça donne un rôle très important au RH, au manager. Mais avant de parler à son manager, quels sont les principaux freins à l'inclusion des personnes en situation de handicap en entreprise ? Il y a plusieurs obstacles qui sont de différents points de vue. Le premier obstacle que je perçois avec mes accompagnements, c'est en fait les personnes concernées elles-mêmes qui n'assument pas leur situation de santé singulière, leurs particularités, leurs différences, peu importe comment vous l'appelez, ou leur handicap finalement, et qui le cachent, parce que 80% des handicaps sont invisibles. Donc forcément, c'est plutôt facile de le cacher. Moi, vous me voyez marcher dans la rue en talons, aiguilles, etc. Vous dites pas, cette nénette-là, elle a une maladie chronique, elle est en train de souffrir, elle a des douleurs aiguës, elle n'a pas dormi de la nuit. En fait, on ne peut pas imaginer ça. Donc si la personne, elle n'assume pas sa situation de handicap, elle le vit mal, et justement, elle ne veut pas se considérer comme un ou une handicapée, ce qui est d'accord, ce qui est OK. Et bien en fait, en entreprise, on ne peut pas agir pour l'inclure, on ne peut pas agir pour lui mettre des adaptations de poste, pour l'aider à performer et à prendre soin de sa santé en même temps. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment la personne doit comprendre qu'elle est avant tout quelqu'un de compétent, qu'elle a le droit d'avoir des ambitions, qu'elle a le droit d'avoir des rêves professionnels et que l'entreprise peut l'aider pour atteindre ses rêves
même avec une situation de santé particulière. Et après, il y a des freins côté entreprise, parce qu'il y a des préjugés et des tabous, toujours. On imagine encore l'handicapé comme quelqu'un d'incompétent. J'ai encore un dirigeant au mois de novembre pour la SEPH, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, qui m'a dit bon, moi, je te paye une conférence parce que c'est un peu la mode, quoi. Pendant la SEPH, j'ai envie de faire une action dans ce sens-là. De toute façon, en gros, je fais ma BA, quoi. Je fais une bonne action. Mais clairement, je ne crois pas au handicap. Et sache que moi, dans ma boîte, j'ai aucun handicapé. OK. Sachant que 80% des personnes sont en situation de handicap invisible, forcément, il en a. Mais je pense qu'avec des phrases, comme il m'a dit comme ça, brutes de décoffrage, forcément, dans son équipe, sur le terrain, les gens n'ont pas envie d'exprimer leur singularité. J'ai fait cette conférence, qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu, et les salariés ont fait 1h30 la queue pour me parler un à un de situations de handicap qu'ils ont cachées depuis des années. Et il y en a une à la fin, au moment des questions-réponses, qui a levé la main, qui a dit « Écoutez, vu le climat de bienveillance qui est en train d'être créé, je dois vous dire, moi, je cache une bipolarité depuis des années. » Et en fait, c'est ça, c'est gagné, parce que ça veut dire qu'on est en train de créer un climat de confiance. Et un des freins côté entreprise, c'est vraiment faire des actions marketing qui sont « Waouh, c'est cool, on fait un truc », mais en fait, ça sonne creux derrière. C'est un peu comme un Bounty, ça a 2 couleurs, quoi. Voilà, ça sonne creux. Et non, si vous faites quelque chose, si vous avez envie de faire avancer la société, croyez au talent de chacun. Déjà, vous passez peut-être à côté de talents parce que vous avez du turnover, vous avez des postes à pourvoir, et c'est des gens qui ont des talents. Et qui ont aussi, c'est peut-être une généralité, mais un autre regard, une autre manière de voir les choses. Ça peut être une richesse en entreprise. Voilà, c'est des gens qui, au quotidien, ont appris à se dépasser, à agir et à réussir à faire les choses d'une manière différente. Pour moi, quand on est handicapé, on n'est pas incapable. On est capable autrement. Donc, c'est des personnes qui vont face à un problème, à une problématique, avoir un point de vue différent. Mais comme quelqu'un qui vient d'une autre culture, comme quelqu'un qui a un parcours de vie chaotique, peut-être qui a été à l'aide sociale à l'enfance ou qui a une orientation sexuelle différente, c'est la diversité au sens large. On a tous des points de vue différents grâce à la diversité. Et ça va permettre d'être innovant, ça va permettre d'être concurrentiel, concrètement, dans l'entreprise. Donc, c'est du chiffre pour les patrons. Et puis, ça va permettre à prendre des décisions plus rapidement et qui sont plus sensées par rapport aux différents points de vue. Donc, ça va faire avancer la boîte. Ça va aider à performer collectivement et à faire du business. Il y a un cadre législatif qui existe en France, un quota. En France, c'est 6% de salariés doivent être en situation de handicap dans les entreprises de plus de 20 salariés. Donc 20 salariés, on parle de petites entreprises. Est-ce que cette réglementation est respectée ou pas? Et à ce moment-là, pourquoi? Ouais, on vient de fêter les 20 ans de cette loi en février 2025, parce qu'elle date de 2005. Et effectivement, il y a seulement 1/3 des entreprises françaises qui respectent ce quota. Donc on en est loin. Mais elles ont des amendes si elles ne respectent pas, du coup. Alors, on n'utilise normalement pas le terme d'amende. Elles ont une taxe qui permet de récupérer l'argent, effectivement. Il faut savoir que un ETP manquant, donc un équivalent temps plein manquant pour ces 6%-là de masse salariale, c'est entre 5 à 6 000 euros d'amende, si on utilise le mot amende. C'est énorme. Il y a des entreprises qui payent des milliers d'euros de cette amende, qui est ensuite redistribuée justement pour l'inclusion de toutes et tous. Donc, pourquoi on n'avance pas? Parce que, alors c'est un choix juridique, gouvernemental d'avoir mis ce quota. Pourquoi pas, et comme le quota 50% dans les hautes sphères des entreprises hommes-femmes, c'est un quota aussi. Et ça permet d'essayer de faire avancer les choses. Sauf que y a les salariés qui cachent leur handicap, qui disent « Moi, je ne veux pas faire la fameuse RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, parce que je n'ai pas envie d'être harcelé derrière, d'être mis de côté. Je n'ai pas envie que mon employeur il me mette un peu au placard parce que j'ai déclaré mon handicap. » Et puis, il y a les entreprises de l'autre côté qui disent « Moi, soit je ne trouve pas de talent, parce que voilà, il faut apprendre à chercher des talents qui ont la RQTH et qui ont des compétences différemment avec une situation de santé particulière. Et il y en a plein qui voient ça comme quelque chose qui est négatif, comme une entreprise. Moi, je préfère payer plutôt qu'avoir des handicapés qui bossent pour moi, parce que j'ai envie que ma boîte, elle performe, j'ai envie que ma boîte, elle fuse, elle aille plus vite, et des handicapés, ça va me freiner. Il y a encore cette vision-là. Des idées reçues, c'est dingue. Des idées reçues. Et donc, il y en a qui préfèrent payer. Mais il y a plusieurs manières de s'acquitter de cette taxe. Vous pouvez avoir des emplois directs.
tout ce qui est CDD, CDI, stage, alternance, enfin... Ah oui, les stages, les alternances, tout ça, ça rentre aussi dans ces 6%. Ouais, dans ces 6%, il y a ça qui est quand même à prendre en compte. Donc, ne serait-ce que prendre un stagiaire ou un alternant qui est en situation de handicap, c'est lui donner aussi la possibilité de créer un futur meilleur pour demain, lui donner des clés, et vous déduisez de la cotisation. Donc, c'est quand même sympa. Même si c'est dommage, parce que bon, on inclut sans vraiment inclure, parce que c'est juste un stagiaire. Voilà, mais c'est déjà un pas. On peut aussi faire des prestations auprès des ESAT, donc les établissements sociaux d'aide par le travail, ou des EA. On peut mettre en place des aménagements de poste pour les personnes qui sont concernées par un handicap. Et ça, c'est déductible de la taxe. Il y a plein de manières de faire en sorte qu'on paye moins de taxes et qu'on puisse avancer ensemble. Mais oui, il y a un gros sujet sur ça. Ouais. Et alors, c'est quoi cette RQTH, cette reconnaissance ? Alors, c'est un document administratif. Beaucoup de gens me disent « Oh là là, la RQTH, c'est dur à avoir, c'est vachement compliqué. » C'est la réputation que ça a. Ouais, ça a une réputation d'un truc horrible. Alors non, brisons le tabou ensemble aujourd'hui. Non. Il y a juste 2 documents à remplir. Sincèrement, c'est très simple. Au contraire, on essaye de simplifier. Et là, la ministre vient d'annoncer que ça va être encore plus simplifié sur les mois à venir. Donc, il y a 2 CERFA qui sont identiques pour toutes les demandes. D'accord. C'est-à-dire même la carte stationnement handicapé, même la carte priorité pour qu'on peut présenter à la caisse, c'est les mêmes CERFA. On peut les retrouver sur les sites internet des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, de votre département ou du département de résidence du salarié. Donc si le salarié habite dans le 78, je dis une bêtise, et travaille dans le 75, c'est bien la MDPH du 78, de son département. Ouais. Et donc il y a 2 CERFA. Un qui concerne la personne en situation de handicap, comment est sa vie ? Est-ce que il a des difficultés pour prendre sa douche, pour faire ses courses ? C'est vraiment très concret, le CERFA est plutôt bien fait. Et comment est sa vie pro, au travail ? Est-ce que la charge de travail est adaptée à sa situation de santé ? Est-ce qu'il a besoin d'un aménagement de poste, etc. C'est très basico-basique, facile à remplir. Et après, il y a un deuxième CERFA qui est médical. Là, on va voir le médecin ou son spécialiste, peu importe, tout est accepté. Et puis, le médecin dit, OK, une fibromyalgie, moi j'ai un syndrome de Sapho, un syndrome de Sapho. Voilà, on pose le diagnostic médical, on envoie forcément carte d'identité, etc. Et après, ce qui est compliqué en soi, mais c'est pas nous qui faisons le travail, c'est qu'il y a 3 à 6 mois de traitement par la MDPH pour attribuer cette fameuse RQTH administrative. Et ensuite, le salarié peut recevoir le document chez lui et décider de ne pas le dire au salarié, à l'entreprise. D'accord. Il n'y a aucune obligation quand on a ce document de dire à mon employeur j'ai la RQTH et d'avoir une étiquette sur son front. Si on veut l'avoir, parce qu'on a peut-être envie d'entreprendre à côté et qu'il y a des choses qui sont faites pour les travailleurs indépendants handicapés, des TIH, ok, on peut avoir cette reconnaissance-là. Si on veut l'avoir pour avoir des choses côté impôts, ou côté... parce qu'il y a plein de choses qui sont permises pour les individuels qui ont cette reconnaissance-là, ok. Mais il n'y a aucune obligation légale d'en parler à son employeur. D'accord. Et si on en parle à la médecine du travail, normalement, la médecine au travail n'en parle pas à l'employeur, puisque la médecine du travail, tout est confidentiel. D'accord. Donc, côté salarié, si le salarié vraiment dit au médecin, moi j'ai la RQTH, le médecin du travail doit demander l'autorisation pour en parler à l'équipe RH, pour faire des aménagements de poste, etc. Et si on choisit d'en parler à son entreprise, qu'est-ce que ça implique justement pour son entreprise ? Du coup, on rentre dans un processus d'être salarié protégé, au même titre par exemple que des représentants du personnel, des syndicats. On est salarié protégé et l'entreprise se doit de nous garantir la même accessibilité à une carrière que quelqu'un qui n'aurait pas un handicap. Donc concrètement, dans les entreprises quand même de moyenne et grande taille, généralement il y a des personnes qui pilotent la rémunération, les carrières, les évolutions de poste, égalité homme-femme, au même titre que les personnes qui ont une situation de handicap versus ceux qui sont valides. J'ai horreur du terme, mais entre guillemets valides. Donc ça, c'est la première chose. Après, du coup, on a le droit aussi à des aménagements de poste. Tous les aménagements de poste, de bureaux qui se lèvent, de bureaux orientés, de repose-pieds, de sièges adaptés, etc. Il y a beaucoup de choses qui existent. Voilà. Il faut savoir que tout est déductible de la fameuse cotisation handicap dont on a parlé tout à l'heure, la OETH. Donc n'ayez aucun scrupule à demander, parce qu'il y a des budgets côté AGFIP, il y a des structures indépendantes aux entreprises qui aident financièrement. Et puis en plus, s'il y a un reste à charge de l'entreprise, c'est déductible de la cotisation. Donc il faut oser demander. Et effectivement, après, on peut avoir sur des choses autour des aménagements d'horaire, prendre des pauses régulières, aller marcher, je ne sais pas, toutes les heures, 3 minutes. Il y a plein de choses qui sont faisables, du télétravail. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faisables une fois qu'on a cette RQTH et que l'entreprise est au courant. Et je voulais vous faire écouter un petit extrait de Artus. Artus qui est un acteur, un réalisateur qui a réalisé le film Un petit truc en plus, qui a d'ailleurs cartonné au cinéma. Et dans cet extrait, en fait, il raconte que c'est difficile de parler
parler du handicap visible en France, bien du handicap visible. Là, on a parlé du handicap invisible et on a vu à quel point c'est encore plus difficile d'en parler. Mais c'est déjà difficile pour le handicap visible. Je vous fais écouter ça. Moi, je suis naïf. Je crois que je suis très naïf. Je crois que je suis vraiment ce côté provincial, gentil. J'ai cru qu'il y avait une grande famille du cinéma. J'ai cru qu'il y avait certaines familles dont je faisais partie qui m'ont toujours dit, le jour où tu fais un film, on sera là, machin. Et qui, une fois que je leur ai donné le film, m'ont dit non, mais ça, on va pas le faire, par contre. Et donc, je me suis pris un peu des trucs où j'ai fait, waouh, ok, d'accord. Ça fait des années que j'ai envie de faire ce projet, des années qu'on me dit que c'est pas une bonne idée. Il y a même des gens, je trouve ça fou, en 2024, qui nous ont dit ouvertement non, les gens n'ont pas envie de voir 12 handicapés ou 10 handicapés au cinéma, non. Voilà, donc c'est difficile d'en parler, comme il le dit, c'est difficile d'en faire un film. Comment justement sensibiliser sans tomber dans de la compassion maladroite? Est-ce qu'il y a de la compassion maladroite? C'est ça la question aussi. Agir, c'est déjà bien. Je pense que si l'entreprise met en place des actions de sensibilisation, pas forcément du one-shot marketing, comme on en a parlé tout à l'heure, mais une vraie action qui, derrière, peut-être, va permettre aux managers, par exemple, en équipe, de décliner et de dire, est-ce que vous voulez parler de ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Parce qu'il y a aussi la question des pères aidants. Vous êtes peut-être maman ou frère ou sœur de quelqu'un qui est en situation de handicap et vous êtes crevé parce que vous en occupez le soir et le matin et ça a un impact sur votre quotidien. Donc je pense qu'il y a une manière d'aborder le sujet en entreprise en faisant des actions de sensibilisation, des petits workshops, des ateliers, des conférences. Il y a des choses qui sont facilement mettables en place. Il y a des entreprises que j'ai aidées, par exemple, à faire des déjeuners dans le noir. On met tout simplement des bâches sur les vitres du réfectoire, de la cantine d'entreprise, et puis on met les salariés en situation de handicap, tout le monde. Et c'est fun, on rigole, et voilà, c'est une expérience différente. Et on n'est pas obligé de voir le handicap comme quelque chose de vraiment péjoratif et négatif. On peut faire des petits jeux, on peut faire des défis. Il y a vraiment plein de choses à mettre en place. Mais vraiment, ce que j'invite les entreprises à faire, c'est que ce ne soit pas des actions one-shot. Que derrière, les managers puissent se saisir du sujet, en parler avec les équipes, que ça crée un climat de bienveillance, qui disent, moi je suis peut-être pas pro, j'ai pas les bons mots. Mais ok, vous avez le droit en tant que manager ou en tant que RH, dirigeant, de dire, j'ai envie d'agir dans ce domaine, mais franchement, j'y connais rien. Je connais pas, j'ai pas de personnes autour de moi qui sont concernées, et je suis désolée, je vais peut-être dire à un aveugle, est-ce que tu as vu? Je vais peut-être dire à quelqu'un qui est en fauteuil roulant, est-ce que ça roule? Et alors? Je suis désolée, je sais pas faire, mais j'ai envie de faire avancer le sujet. Et en fait, d'être simplement bienveillant, de vouloir agir, c'est une véritable première étape, et puis après, tout va s'enchaîner, je vous assure, tout s'enchaîne. De toute façon, c'est ce qu'on voit dans le film, un petit truc en plus, où en fait, lui, Artus, il se moque un petit peu du handicap, de la trisomie 21. Il est d'ailleurs même aidé par un acteur qui s'appelle Arnaud, qui est atteint de trisomie 21. Et puis, il y a cette petite scène un petit peu rigolote où tous les deux, ils essaient d'imiter. Donc en fait, on peut se moquer, en fait, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est toujours avec respect. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on voit dans ce film. Artus, il se permet d'en rire parce qu'en fait, ça fait aussi bien parfois d'éclater les tabous et d'en rire, quoi. Ouais, et puis tout le monde n'accepte pas son handicap, donc vous pouvez dire avec légèreté, moi je sais pas faire, je suis désolée, j'ai envie d'agir mais je sais pas faire. Par contre, vous moquer de quelqu'un précisément, ça non, parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas leur singularité de santé, leur handicap. Et il y a des personnes, par exemple, moi la semaine dernière, j'étais en crise vraiment aiguë de douleurs chroniques. J'accepte mon handicap, j'en parle, ça fait plus de 20 ans que je l'ai, ça fait plus de 15 ans que je parle ouvertement que j'ai une situation de handicap invisible. La semaine dernière, vous aurez rigolé de moi. Franchement, je l'aurais mal pris parce que j'étais dans une phase de down. En fait, le processus d'acceptation du handicap n'est pas linéaire. Ça va pas que en s'améliorant. C'est une vague. On accepte, on avance, on recule. C'est un processus qui est un peu comme un deuil. On a des moments de up, de bien, et des moments où ça va pas très très bien. Et donc, on peut en rire, mais pas par rapport à une personne précisément. C'est vraiment important, ça. Dans tout ce que vous dites là, ce qui est intéressant, c'est le rôle du manager et des RH. Mais justement, c'est un vrai enjeu pour les entreprises. Comment est-ce qu'on sensibilise et comment est-ce qu'on accompagne les managers dans ce rôle qu'ils doivent avoir auprès des personnes en situation de handicap, déclarées ou non déclarées? Il faut créer un climat de bienveillance. Il faut que les managers soient formés, par exemple, à l'écoute active. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en psychologie, mais voilà, vous m'écoutez, vous dites oui de la tête. Ça me pousse à continuer. Il faut former les managers à poser des questions ouvertes, à être là sans trop être là. Parce que le handicap, moi, très souvent, on me dit avant mes interventions, attention Dora, j'ai les syndicats qui vont te regarder parce que le handicap, ça concerne la vie personnelle.
ça concerne la vie privée. Donc si jamais tu vas trop dans le détail, je vais avoir les syndicats qui vont me taper sur le coin du nez. Et c'est normal, on n'a pas le droit en entreprise de pousser un salarié à parler de sa situation de santé devant tout le monde ou même en personnel. Donc il y a un juste milieu à trouver et en fait il faut sensibiliser, former les managers pour leur dire quelles sont vos clés, comment vous pouvez agir sans pour autant vous mettre en danger, vous, en tant que manager, sans pour autant ruminer le soir « Oh là là, j'ai un salarié qui va pas bien, je fais mal, etc. » Parce qu'un manager, ça reste un humain, donc il faut quand même garantir sa santé mentale aussi. Donc il y a des clés qu'on peut donner au travers de formation, au travers de sensibilisation. Et après, au quotidien, c'est des choses bêtes, basico-basiques. Un manager qui organise un pot d'accueil ou un team building, il doit peut-être faire une enquête anonyme si jamais il y a un climat où des salariés connaissent son équipe et il veut que tout le monde garde l'anonymat, est-ce que vous avez besoin d'un régime alimentaire? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être des MICI, donc des problèmes gastriques et qui ne veulent pas en parler. Il y a peut-être certaines personnes qui ont des intolérances alimentaires. Juste, est-ce que vous pouvez manger tout? Moi, j'ai le nombre de séminaires que j'ai fait où c'est des activités sportives. J'ai toujours été dispensée de sport depuis mes 7 ans. J'ai jamais fait de sport. Du coup, j'étais comme une ado au coin en train de regarder mes collègues qui s'amusent. Et c'est dommage, en fait, inclure tout le monde dans tous les petits moments de vie de l'entreprise, c'est vraiment important. Surtout que, typiquement, ne pas pouvoir participer, c'est vraiment avoir une flèche au-dessus de la tête qui dit « Coucou ». Je suis différente. Oui, voilà, je suis différente, c'est pas très... Et tout le monde s'amuse et nous, on est là, bon, ok, on est là pour la photo de la fin, quoi. Dora, on arrive déjà bientôt à la fin de notre échange. On va parler un petit peu des bonnes pratiques. Si on pouvait donner là 3 conseils à des managers, des RH qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on leur dirait? La première chose, c'est d'y croire. C'est de croire au fait que la diversité, le handicap, l'inclusion, c'est pas une obligation légale. C'est une opportunité de performer ensemble, d'atteindre des chiffres, des KPI ensemble, d'atteindre, peu importe votre objectif, parce que toutes les entreprises sont différentes, mais c'est une manière d'atteindre ensemble un objectif. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que chaque niveau dans l'entreprise se sente impliqué. Donc, vous avez peut-être une mission handicap, vous avez peut-être une mission prévention, vous avez forcément une équipe RH généralement, ou en tout cas un RH, et des managers, différents peut-être niveaux de managérial. Chacun a un rôle et chacun a un rôle différent. Parce qu'il y en a qui ont des rôles d'impulsion, il y en a qui ont des rôles de détection. Par exemple, des managers de première ligne dans des grandes entreprises ont un rôle de détection. Quelqu'un qui se comporte différemment, qui était hyper social et qui d'un seul coup va s'isoler. Peut-être qu'il est juste en train de subir un divorce et qu'il n'a pas le moral. Mais peut-être aussi qu'il y a un cancer qui lui est tombé sur le coin du nez. Si je vous donne un exemple, moi, j'ai pas repéré. Un collègue, un jour, est venu, je travaillais vraiment quotidiennement avec lui, il m'a dit, écoute, ça fait des mois que je lutte contre un cancer. Mon traitement, j'arrive pas à gérer mon traitement et ma maladie. Et puis mon travail. Donc je vais devoir m'arrêter. Il n'est jamais revenu, il est décédé. Personne n'a repéré sur le travail qu'il luttait contre un cancer et qu'on a tous un rôle finalement. Enfin voilà. Donc on a des rôles différents en fonction de l'entreprise, en fonction de notre niveau dans l'entreprise. Et la troisième chose, c'est pas de faire une action one-shot. Je le répète, mais c'est vraiment important. Vous pouvez faire une sensibilisation, une conférence, et après prévoir dans votre équipe d'en parler. Ou moi, je tiens par exemple des hotlines RQTH, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui veulent atteindre les 6% pour pas payer la cotisation ou l'amende. Et ils me demandent par exemple de tenir une hotline où les salariés peuvent m'appeler librement et on parle en tant que psychologue du travail de l'acceptation du handicap, de la singularité de santé, et ensemble on fait le dossier RQTH avec les salariés. Donc c'est quelque chose qui s'étend sur l'année, qui prend du sens. Le salarié, il est content parce qu'il est épanoui et il comprend qu'il est quelqu'un avant tout, pas un handicapé. Et l'entreprise, elle est contente parce qu'elle a des pourcentages en plus et elle paye moins d'amendes. Donc voilà, ce seraient mes 3 actions. Et justement, ça, c'est côté entreprise. Mais si on se met de l'autre côté, de la personne en situation de handicap qui n'est pas encore déclarée, comment faire en sorte que cette personne se sente à l'aise et ait envie d'en parler à son supérieur ? Il n'y a aucune obligation. Déjà, il faut qu'elle sache qu'il n'y a aucune obligation d'en parler. Donc, elle est dans son droit de ne pas en parler. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'entreprise, si elle mène des actions, si on ne fait pas qu'une action one-shot dans l'année, si elle mène des actions, le salarié qui est en situation de handicap va se dire en fait, je peux en parler parce que je sens que je peux avoir une place. Et peut-être que le collègue d'à côté va se dire moi, tiens, tu parles de ça, mais en fait, moi, depuis des années, le soir, en me couchant, j'ai des douleurs chroniques au cou, ça me réveille même la nuit. Mais en fait, c'est une situation de handicap. On n'est pas obligé d'être en fauteuil roulant. Par exemple, pour avoir la RQTH, un boulanger qui devient allergique à la farine peut avoir la RQTH. On imagine que le handicap, c'est vraiment quelque chose de grave, de lourd. Mais non, pas forcément. On peut avoir des situations de handicap
qui sont de différents niveaux, de différents types de douleurs. Et dédramatiser le mot handicap, arrêter que ce soit un gros préjugé, un gros tabou. Et donc la personne, elle va être amenée à en parler si elle a confiance dans ce que fait l'entreprise, si elle a confiance que ça a du sens pour la boîte. On en a un petit peu parlé, mais ces différences, ces petits trucs en plus, comme disait Artus, peuvent apporter énormément de choses à une entreprise, énormément d'avantages. Ça me fait penser à une entreprise qui s'appelle Trèfle, mais il y en a d'autres d'ailleurs, mais qui met vraiment le handicap au cœur de son business. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais justement, s'il y a des entreprises comme ça qui, en acceptant la différence, arrivent à en faire une force et, j'imagine, à en retirer plein d'effets positifs. Oui, en fait, les effets positifs, ils sont en interne de l'entreprise pour la collaboration, pour prendre des décisions pour l'innovation, etc., pour le sentiment de fierté, pour la marque employeur, mais aussi à l'extérieur, parce qu'on devient plus concurrentiel. Si vous avez des produits physiques à vendre, en fait, un consommateur qui va avoir le choix entre une grosse marque qui est fabriquée en Chine avec un produit qui a traversé la planète ou un produit qui a été fait par des gens différents, et on sait que l'entreprise, elle agit pour l'inclusion, ça a beau peut-être être un tout petit peu plus cher, on a envie, en ce moment, en tout cas, je trouve qu'il y a une véritable impulsion RSE, on a envie d'agir pour la planète, pour des gens, etc. Donc c'est aussi un avantage de vendre, un avantage, oui, peut-être marketing, mais avec du sens, pas du marketing qui sonne creux. Donc ça a plein d'avantages différents, effectivement. Dora, on parle là du handicap dans l'entreprise, mais en fait, j'imagine que si le handicap a une vraie place dans l'entreprise, il a aussi de plus en plus de place dans la société. Dans la société, dans les écoles, il y a encore des problématiques pour former les enfants, étudiants, même au niveau supérieur, qui ont des singularités de santé. Et agir tous ensemble, c'est important. Moi, par exemple, je suis entre les UK et la France en ce moment. Au UK, sur toutes les toilettes avec le logo handicapé, il y a une petite phrase en dessous. All disabilities are not visible. Tous les handicaps ne sont pas visibles. Donc vous pouvez faire la queue et être à la bourre et voir quelqu'un qui vous double et qui va aux toilettes handicapées. Non, il n'est pas en train de vous doubler, de vous gruger. Il a peut-être, ou elle a peut-être, une situation de handicap qui ne se voit pas parce que 80% des handicaps sont invisibles. Au milieu du supermarché, il y a une table, des chaises pour que tout le monde puisse s'asseoir. Des personnes enceintes, des personnes en situation d'obésité, des personnes seniors, mais aussi peut-être des personnes en situation de handicap. Et en fait, il y a des petites actions qui sont très simples à mettre en place en entreprise ou dans la société qui permettent d'inclure véritablement tout le monde. Ouais. Parce que vous habitez en Angleterre, justement. Et alors ça, c'est intéressant. Si vous prenez votre regard anglais, quel est le regard que vous posez sur la gestion du handicap dans les entreprises françaises et puis plus largement dans la société en France ? On en parle beaucoup, je trouve, mais on agit très peu. Ou en tout cas pas assez. Il y a la loi. Alors, quand on a fêté les 20 ans de la loi, il y en a plein qui ont dit « Ouais, en 20 ans, ça n'a pas avancé », qui ont été très négatifs. Non, moi, j'ai au contraire communiqué sur... Il y a eu des choses qui ont été faites. J'ai pu faire des études supérieures grâce à cette loi. J'ai eu des aides grâce à cette loi. Il y a plein de choses qui ont été faites. Oui, c'est bien. Mais il reste des choses à faire et surtout la mentalité des gens est à changer. La définition dans le dictionnaire est à changer. Il y a plein de choses où on devrait en parler dans les petites écoles, dire que c'est normal d'avoir des copains et des copines qui sont différents, qui sont peut-être d'origine ethnique différente, qui ont des situations de santé différentes. C'est normal. Et en fait, sensibiliser plus et agir plus comme ça. Et insister plus sur le handicap invisible. Ce chiffre, il n'est pas connu. 80% des handicaps sont invisibles, il n'est pas du tout connu. Le nombre de fois où je dois justifier quand je sors ma carte priorité que je suis en crise à la caisse, c'est dingue. Et là, quand je suis venue à Paris, j'ai pris l'avion, j'étais en crise chronique, j'ai pris ma carte priorité française à l'aéroport en Angleterre et j'ai commencé à dire en anglais oui, est-ce que je peux passer parce que j'ai des douleurs chroniques, ça ne se voit pas. Et la dame, elle m'a dit non, mais ici, vous pouvez passer et vous n'avez pas à vous justifier. Et en fait, j'ai tellement l'habitude de devoir me justifier en France que c'est automatique, j'enchaîne et je dis tous mes détails de santé. Et voilà, c'est peut-être ça qu'il y a à faire en France par rapport à l'Angleterre. Ah oui, du coup, en Angleterre, c'est beaucoup plus accepté, quoi. On a des choses à apprendre des Anglais. Bon, merci beaucoup, Dora. Merci pour l'invitation. Pour conclure, on l'a dit, le handicap visible, le handicap invisible, ça reste un enjeu crucial dans l'entreprise, mais aussi dans la société. Il existe des lois, des initiatives, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais il ne suffit pas d'une semaine pour parler du handicap, il ne suffit pas d'affichage. Il faut mettre des choses en place et surtout, il faut en parler, il faut briser les tabous. Briser les tabous du côté des managers, des RH, mais aussi des personnes en situation de handicap visible ou invisible. On rappelle ce chiffre, 80% des handicaps sont en fait
invisibles. Donc l'objectif pour les entreprises, ça va être de favoriser l'inclusion et on l'a vu, elles ont énormément de positifs à retirer de ces situations-là. Le problème, c'est que voilà, on l'a dit, ce sont des tabous et souvent les personnes en situation de handicap craignent des répercussions professionnelles. Donc le véritable défi, au final, c'est d'être une oreille, montrer qu'ils peuvent être entendus et surtout que des choses vont être mises en place pour faciliter leur quotidien dans l'entreprise. Et en parler dans l'entreprise, c'est aussi faire changer les choses dans la société. Chaque acteur de l'entreprise, du directeur au manager, en passant par les RH et les collaborateurs, ils ont tous un rôle à jouer qui est très important pour garantir que l'inclusion ne soit pas qu'une case à cocher ou qu'une semaine dans l'année. L'inclusion, c'est un véritable levier pour l'entreprise et si c'est une valeur qui est partagée par tous et qui est vraiment, vraiment vécue, ça n'a que du positif à apporter. Merci beaucoup Dora pour notre échange et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.